Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de l'Antichambre d'écho, durant lequel j'ai le plaisir de recevoir Simon Bucci-Wheaton. Et on va continuer la conversation entamée sur l'éducation lors du dernier épisode. Alors, petite bio pour présenter Simon, qui a presque plus besoin de présentation. Ouais, quand même. Alors, Simon Bucci-Wheaton est un détenteur d'un baccalauréat en animation et recherche culturelle qui, par un beau mercredi matin, s'est vu catapulté dans le merveilleux monde de l'éducation en acceptant de combler un poste vacant d'enseignant de 6e année. Depuis, l'éducation est devenue sa vocation et il multiplie les courageuses prises de parole pour améliorer ce milieu qui lui tient visiblement à cœur. Après 5 ans sur les bancs d'école de jour comme de soir, il complétera très prochainement sa formation qui lui permettra d'obtenir son brevet officiel d'enseignement ou de devenir un vrai enseignant. Un vrai prof. Un vrai prof. Ouais. Simon signe également le livre « Mais pourquoi l'école? Questions et réflexions d'un prof qui n'en était pas un », livre que j'ai adoré et que je recommande chaudement à tous. Moi aussi. Toi aussi, Oui, hein? moi aussi. Avant de nous lancer plus franchement dans la conversation, je voulais juste préciser la raison, parmi plusieurs, pour laquelle je tenais à t'inviter, dans le sens où on a des parcours qui sont un peu similaires. On a fait plein de choses avant. Exact. Et puis, on s'est rendu à l'éducation en levant la main à cause d'un grand besoin que tout le monde connaît, la grosse pénurie. Et puis, donc, tu as accepté de lever la main pour devenir ENLQ. Oui, c'est ça. Le fameux acronyme. Le fameux terme. Qu'on n'aime pas tant, mais non. donc enseignant non légalement qualifié, parce qu'on avait tous les deux des baccalauréats. Ce que je constate quand je te lis, c'est qu'on a eu un peu le même choc en arrivant dans le milieu de l'éducation. Oui. Parce que notre éducation à nous était loin, puis le portrait avait changé drastiquement. Total. Et donc, tous les deux aussi, on a eu le réflexe, je pense, de se donner comme une mission d'intervenir peut-être dans les médias, de raconter un peu ce qui se passe dans les écoles. Et puis, je me demandais, il y a comme 2 sous-questions. D'une part, qu'est-ce qui, selon toi, fait en sorte qu'il y a comme une omerta qui règne dans le milieu de l'éducation chez les profs? Est-ce que c'est le fait qu'ils sont habitués ils se sont habitués, puis donc il y a moins de réactions? Est-ce qu'il y a des enjeux syndicaux ou autres? Puis l'autre sous-question, c'est comment tu as été accueilli en tant que ENLQ? Et qu'est-ce que tu penses que ça changeait dans ton regard, dans le regard que tu portais sur le milieu? Bien, tu sais, la première question, c'était quoi encore? Je me souviens pas. Dans le fond, pourquoi il y a une omerta? Pourquoi les gens qui arrivent avec une autre vision sont mis de côté un peu? Bien, je pense que l'omerta, honnêtement, il y a le devoir de loyauté. J'en parle aussi dans le livre. Le syndicat t'empêche de parler sur des trucs qui pourraient te mettre un peu dans le trouble. Le centre de service aussi. Comment on peut changer les choses si on n'est pas capable de les nommer? Ça, pour moi, ça fait pas de sens. Puis ça, c'était une des choses qui m'a marqué le plus. Une des premières assemblées syndicales, donc on avait un midi par rapport qui dit « si vous avez des choses à dire, dites-les à nous. OK, ouais, mais il n'y a rien qui se passe après. Fait que, tu sais, dans le fond, là, on arrive et on dit je vais dénoncer, mais juste pour me vider le cœur. Moi, si je dénonce, c'est pour changer les choses. C'est pas juste pour ma petite personne, parce que ça sert à rien. Et pour la deuxième question, j'ai été au début pas si mal reçu. J'étais chialeux, par exemple. J'étais vraiment, vraiment chialeux. Puis tout le monde disait, écoute, il est donc bien fatigant, lui, il arrête pas de chialer. Mais tu sais, je donne l'exemple dans le livre de la grenouille qu'on met dans l'eau bouillante. Au début, moi, je me sentais comme si on me plongeait dans une marmite d'eau bouillante, puis que j'explosais de partout, puis que les autres, ils s'étaient accoutumés un peu à la température de l'eau. Puis moi, ça a été comme un clash percutant, là. Mais en même temps, les gens n'étaient pas genre, il est trop fatigant. Ils étaient aussi contents de dire comme, mais enfin, peut-être quelqu'un qui... Tu nommes des choses. Ouais, puis tu sais, moi, à la limite, je me disais, je m'en fous, je vais faire autre chose si jamais il m'arrive que... Tu sais, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, je le fais parce que ça me tente. Ça change un peu l'obligation, on dirait, de la permanence, de tout. Moi, j'avais pas d'attache. À part les enfants, que je me suis dit, my God, c'est pour eux que je vais le faire finalement. Oui, puis ça, tu le nommes très clairement dans le livre, que la mission, c'était d'abord envers les enfants. Total. Parce que l'école, elle existe que pour les enfants. Sinon, les profs, on sert à quoi s'il n'y a pas d'enfants? Ça sert à rien. Mais c'était vraiment ça. Puis je me suis dit, au nom des enfants, je peux pas me taire. Puis en même temps, je suis pas Che Guevara non plus. Mais c'est vraiment, on dirait que je me sentais...
comme impliqué d'une mission de dire, OK, mais il faut essayer de changer des choses parce que ce que je vois présentement, mes enfants aussi étaient dans le réseau scolaire en même temps que j'ai commencé. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas là. Mes enfants, est-ce qu'ils vivent ça aussi? Et je me suis rendu compte que oui. Je me suis dit, je vais le faire pour mes enfants, mais en même temps, je vais le faire pour tous les enfants, mes petits-enfants, si la planète existe encore. Oui. Alors, dans le fond, je voudrais te poser la première question que j'ai posée aux deux invités de l'épisode précédent. C'est une grosse question quand même, puis je pense que ça va être difficile parce que il y a plusieurs défis que tu nommes dans le livre. Fait que l'idée, c'est d'abord de quels sont les bons coups du système éducatif québécois? Parce que, tu sais, on est souvent très critique, puis moi, j'ai rien contre la critique parce que c'est constructif. Oui, il faut. C'est comme ça qu'on l'entend. C'est pas juste pour chialer, c'est pour améliorer les choses. Dans le fond, quand je disais que nos parcours se ressemblaient, il y a l'idéalisme là, que tu nommes beaucoup. C'est parce qu'on aime le monde qu'on veut le changer. C'est parce que sinon, je resterais chez nous, là, puis je ferais du télétravail, puis j'aurais la paix, là, pour vrai. Exact. Oui. Mais pour répondre à ta question, honnêtement, c'est dur pour moi de mettre des bons coups. Parce que il y a encore beaucoup de décrochage scolaire. Il y a l'école à 3 vitesses. Il y a des enfants qui auraient besoin de services d'orthopédagogie, de besoins psychologiques. Je peux pas mettre une note de passage. Tu sais, je l'ai dit à la fin du livre, je réussis pas à la mettre. Par contre, des bons coups que je vois, c'est des intervenants à tous les jours, des profs. Dévoués, des psychoaides, des travailleurs sociaux, des directions. C'est vraiment eux qui font en sorte que le système tient encore. Parce que le système en tant que tel, il fait dur. Mais c'est toi, c'est moi qui fait en sorte que on tient le système à bout de bras. C'est ce qui fait que c'est beau puis que c'est bon. Par contre, on le voit, là, tout le monde commence à être tanné, on a les bras morts. Ça ira pas mieux, là. Fait que, tu sais, il faut bouger. Faut donner un coup. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, les autres questions, c'était s'il faut choisir le plus grand défi, parce que là, t'en nommes plusieurs, mais le plus grand défi, puis des pistes de solutions. Parce qu'également, on veut aussi trouver peut-être une idée. Des fois, on n'en a pas toujours, là, mais... Des fois, ça arrive souvent que j'en ai pas de réponse, puis je me dis, OK, je pense que c'est pour ça que c'est important de prendre les visions de plein de monde, parce que, tu sais, la solution se trouve peut-être pas dans les universités. Tu sais, la solution se trouve peut-être pas dans les écoles. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va y penser. Tu sais, penser en dehors de la boîte, c'est là aussi qu'on prend ça. Mais le plus gros défi, pour vrai, ça va être de garder les profs, là. Honnêtement, je pense que ça va être ça. Parce que si on veut une éducation de qualité, avant même de penser de donner une éducation de qualité à tout le monde, avant même de penser au décrochage, à l'école à 3 vitesses, qui sont tous des facteurs vraiment importants, mais de garder les profs en poste, mais pas juste les garder en poste de bonne humeur aussi. Puis pas tout le temps fâché, puis à une crise près d'un élève de dire, moi, je m'en vais faire des burgers chez McDo, là. Tu sais, fait que je pense que ça va être ça le plus gros défi. Puis comme solution là-dedans, c'est sûr qu'il faut attirer des gens. Fait que là, on parle de la formation des maîtres, essayer d'aller chercher des gens qui seraient intéressés de le faire sans être obligés de refaire le bac de 4 ans. Un peu comme toi puis moi qu'on veut pas faire, dans le fond. Là. Pas qu'on veut pas, mais oui. Et c'est surtout aussi, je pense que ça va être dans la classe, tu sais, la gestion de classe. Il faut... C'est quoi le terme? Je me souviens plus, j'ai un blanc. Le terme qu'on parlait pendant les négos, là. La composition de la classe, c'est ça, exact. Ça va être un gros défi. Parce que moi, ce que je me rends compte, c'est pas la pédagogie, là, moi, qui me faisait reculer puis qui voulait me faire partir. Dans les premiers mois, première année, c'était la gestion de classe. Puis pourtant, j'en ai quand même une bonne, là, tu sais. Sauf que, oh là là, quand t'as 2-3 cas qui sont un peu durs, tu finis chez vous, là, puis t'as le goût de dire, mais dans quoi je me sens embarqué? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, puis on est des personnes qui aimons les enfants beaucoup, là. Oui. Puis tu sais, fait qu'imagine si t'es déjà tanné un peu, tu fais comme, oublie ça, là, je m'en vais, je suis tanné, tu sais. Oui, là, on a touché à plein de choses, puis ça défait un peu mon plan, mais je veux sauter tout de suite dans le fond. Moi, il y a une des solutions qui a vraiment accroché mon regard dans le livre, c'est parce que là, tu parles de rétention de profs, de passer la fameuse barre du 5 ans qu'on a de la difficulté à traverser. Total.
Et tu suggères de donner les classes plus faciles aux profs verts, aux nouveaux qui n'ont peut-être pas assez d'expérience derrière la cravate pour gérer des classes particulièrement difficiles. Fait que ça, c'est une idée que moi, je trouve vraiment fascinante. Est-ce que tu penses que concrètement, c'est mission impossible de s'attaquer à ça, compte tenu des enjeux syndicaux? Mais tu sais, c'est ça. Si on n'arrête pas de penser à ça de cette manière-là, on n'aura jamais de solutions qui vont être viables. C'est impossible. Parce que c'est sûr que... Puis je parle pas... Tu sais, je critique pas le syndicat, je m'en fous, là. Moi, je veux juste penser à l'enfant, l'élève qui aura peut-être pas de prof. Puis peut-être qu'il va avoir un prof, mais qui va être parti après 2 mois parce qu'elle est plus capable, là, puis elle est tannée parce qu'elle commence, puis elle se dit « Hey, tu sais quoi, finalement, c'est pas ça que je veux faire. » Parce que les stages, si on en parlera plus tard, je suis pas certain que c'est ça qui te prépare le plus à savoir si t'aimes ou t'aimes pas ça. T'sais? Entre autres parce que, si j'ai bien lu, puis tu me corrigeras, mais c'est que tu dis les stages se font pendant la période où le bateau, il fonctionne, dans le fond. Tout est rodé, la classe fonctionne bien. Fait que, dans le fond, le stage d'observation, tout va bien, finalement. Parce que la classe, tous les élèves ont leur routine, ont acquis les réflexes. Puis t'as pas un stage, là, ce serait pour te mettre dans le bain. Tu sais, vraiment pour te faire comprendre c'est quoi qu'il faut que tu fasses. Mais si tu arrives puis tout est en place, ben OK, oui, tu vas observer, mais tu vas observer des trucs qui vont bien. Et si tu arrives en début d'année, toute seule, mais avec une supervision, tu as 3 jours pour préparer ta classe, tu n'as pas de système d'émulation, tu n'as pas vraiment rien. Là, tu tombes en mode débrouillardise. Mais si tu l'as jamais fait, puis tu finis l'université, puis tu as 23, 24 ans, hey my God, ça peut être rough, là. 3 jours là, pour préparer ça avec les multiples rencontres il faut faire les surveillances, il faut planifier les surveillances, il faut planifier les horaires avec les orthos aussi. Hey my God, il te reste plus grand temps pour même placer tes bureaux dans ta classe, là. Fait que c'est pas évident, là. Fait que, bon, les stages, de les déplacer peut-être plus en début d'année, comme tu suggères. Exact. Ça, c'est vraiment bon. Puis dans le fond, je veux juste répondre à ta question, de dire que c'est sûr que si on se met tout le temps des barrières avec le syndicat ou avec le centre de services, dans le fond, moi, j'appelle ça un peu de la bureaucratie. Ben, c'est pas moi qui l'appelle, là, ça existe avant moi. Là. Mais la bureaucratie, ça fait en sorte que on est barré. À un moment donné, on n'a plus accès à des choses qui, sur le papier, c'est pas écrit, je peux pas le faire. OK, ouais. Mais là, ça fait 20 ans que ça va pas bien, puis qu'on fait ça. On peut-tu faire autrement parce que ça pourra jamais marcher? Fait que, tu sais, si, admettons, on dit, hey, toi, prof de 25 ans d'expérience, je sais que t'es bien dans ta classe, c'est cool. Si on te donne une prime, est-ce que tu accepterais d'aller dans une classe qui est un. Tu sais, puis on n'oblige pas, on le demande aussi, tu sais, puis peut-être qu'il y en aurait qui le feraient. Puis là, on n'est même pas en moyen de perdre un prof, là, présentement. Tu sais, fait que je pense que... Je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec peut-être la situation des infirmières, où il y avait des infirmières en début de pratique qui, on l'a vu, s'en allaient vers les agences parce qu'elles voulaient de la gestion d'horaire avec les jeunes enfants. Il y a un parallèle, là. Ben, total. Puis ils ont trouvé, c'est ça. Oui, puis c'est ça, ils ont trouvé. Mais eux, en plus, c'était pire parce qu'il y avait des soirs, des nuits. Tu sais, nous, quand même, tu vois que tu commences à 8h20 ou 8h40, pas ça la différence, tu sais. Mais tu as besoin quand même, quand tu arrives dans le domaine ou dans n'importe quel emploi, faut que tu aies des conditions favorables. Un peu comme que nous, on veut donner aux élèves, tu sais, des conditions propices aux apprentissages. Mais c'est pas parce que tu finis ton bac que tu connais tout. Non. Au contraire, tu sais, ta vraie job commence. Puis c'est là que tu apprends. Tu sais, moi, je suis vraiment plus quelqu'un de terrain. C'est là que j'apprends le plus. Tu sais, c'est pas en étant... Oui, c'est important aussi l'académique puis de comprendre, mais le fait d'être sur le terrain puis d'apprendre vraiment la réalité, c'est là que ça forge aussi des caractères. Là. Ah oui, 100%. Là, tu parlais je pense que ça faisait référence un peu à l'ampoule, que tu dis que ça prend un formulaire pour acheter, puis ta fameuse bibliothèque dont tu parles dans le livre qui finit par coûter 3 fois le prix. Je recevais David Boyles de la Fédération de l'enseignement privé. Et lui, dans son livre, suggérait, entre autres, que les écoles publiques pourraient gagner à s'inspirer un peu de ce qui se fait au privé dans la mesure où les directions d'école, de un, sont plus stables,
Parce que nous, en tout cas, on voit une ribambelle de direction. Donc, il n'y a pas de... Stabilité. C'est ça, puis c'est le directeur du navire, là. On s'entend que ça joue un rôle. C'est lui qui... Oui, total. Donc, d'une part, pour la stabilité de la gouvernance scolaire, mais aussi l'autonomie dans la gestion des budgets. Total. Donc, je ne sais pas si ces deux... Toi, ça te parle, ces deux idées-là, de dire... Oui, ça me parle, tu sais, comme à 100%. Moi, le seul truc, c'est ça, c'est que l'école privée, dans ma tête, je me dis tout le temps, c'est comme si tu gères un hôpital, pas de malade. Mais c'est correct, là, tu sais, je parle... Mais c'est plus... Je peux pas dire facile, là, OK? Mais il y a vraiment... un clash incroyable. Il y a une raison pourquoi aussi que ces directeurs-là restent en place. Oui, il y a plus de stabilité, oui, il y a plus de place pour manœuvrer. Par contre, moi, dans l'école où j'étais cette année, my God, c'est des cas problèmes par-dessus des cas problèmes par-dessus des cas problèmes. C'est ça qui fait en sorte que les directions sont tannées aussi. Là, on voit qu'ils sont en pénurie eux aussi. Oui. Fait que, tu sais, je comprends puis je respecte totalement son propos, mais c'est pas... Oui, c'est applicable. Non, ouais, c'est ça. Mais il y a aussi une pratique, en tout cas, que moi j'ai vu à l'œuvre, de certains centres de services, de faire une rotation volontaire. Là, on s'entend total. Ça, tu comprends? Là, on s'entend total. Mais il y a aussi des conditions qui sont plus difficiles, il faut le nommer. Puis c'est ça. Sauf qu'en même temps, comme tu dis, c'est complètement ridicule de faire une rotation. Pourquoi? Tu sais, une direction devrait être en mesure d'être là de la maternelle à la 6e pour une cohorte. Ouais. Là, on le voit plus. Non. Parce que là, finalement, cette direction-là est dans une petite école. Là, on a besoin d'un adjoint là-bas dans une grosse école. Fait que là, on va tout changer ça. C'est comme des tremplins pour une accession. Puis là, ils viennent se faire la main dans des plus petites écoles. À ce point-là, je suis totalement d'accord avec lui. C'est à 100%. On peut pas. La stabilité pour le sentiment d'appartenance des élèves, puis pas voir le directeur ou la directrice dans le corridor puis dire « c'est qui ça? Parce que je l'ai vécu. Puis tu dis « si tu continues, exemple, tu vas aller voir monsieur le directeur. Ouais. » Je nommais son nom, là, mais je dirais pas, mais... mais c'est qui? OK. Puis pour la rétention de personnel aussi. Oui, puis là, tu arrives, puis là, tu te dis, à chaque 2 ans, 3 ans, il faut recommencer. Parce que là, la direction, elle arrive avec son plan, avec sa vision aussi, tu sais, malgré qu'il... Est-ce qu'elle est peut-être pas gentille tout le temps, la personne non plus? Puis, tu sais, et on le voit, des directions un peu plus toxiques qui font en sorte que ça n'aide aucunement à la rétention des enseignants. Là. Non, puis là, pendant qu'on parle de stabilité, dans le livre, tu mentionnes que la vérité sort beaucoup de la bouche des enfants, puis que tu t'inspires beaucoup de ce qu'ils te disent. Lors d'une causerie, parce que moi, je fais de la suppléance. Fait que là, il y avait une causerie de fin d'année qui était prévue dans ces journées où il fait tellement chaud qu'on peut pas faire grand-chose d'autre. On pourrait y revenir, mais... C'est encore chaud. D'ailleurs, on s'est échangé des courriels où tu avais un casque de glace. Total. Oui, on y reviendra. Oui. Mais donc, lors de cette causerie de fin d'année, plusieurs élèves, en faisant une rétrospective de l'année, ont nommé la grande souffrance qu'ils avaient eue de voir leur éducatrice, leur enseignante, une ribambelle là, de changements dans l'année. Ouais. Je sais que c'est quand même important de créer une relation avec les élèves. C'est la moitié du travail qui est fait. Oui. Peut-être même plus. Oui, c'est ça. Sans blague, là, c'est peut-être même plus. Parce qu'un coup que tu as la relation, ça le va. respect le respect vient, la gestion de classe, tout. Donc, ce problème, puis ça a été nommé dans les journaux, je pense que Patrick Laclacé a fait... en 24, tout cas, c'est ça, tout le monde en parle, je pense. Mais on n'a toujours pas de solution. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Parce que, tu sais, on dit beaucoup l'élève est au centre de nos préoccupations, mais c'est pas vrai, quand on regarde ce point-là en particulier, on peut douter là, que vraiment l'élève est au centre des préoccupations. Je suis pas capable encore de trouver une solution pour essayer de garder, puis tu donnes des conditions de travail. Mais, tu sais, comme moi, ça va faire ma 6e année, puis je vais être rendu à ma 5e école. Parce que, à chaque année... C'est la valse, là. Exact, tu sais.
ça fait mal parce que, tu sais, là, exemple, ça fait... Moi, je crée des liens aussi avec les élèves. Tu sais, cette année, j'étais en première. On allait faire de la lecture avec les 6e à la bibliothèque. Fait que là, je connais les 6e. Fait que quand je suis dehors avec eux, c'est plus facile. Mais oui, mais total. Fait que là, il y a un conflit au soccer. Je peux aller le voir et dire, hey, come on. Tu sais. Puis ça fait en sorte que, lui, il y a un petit frère en 4. Puis là, je le connais aussi. Puis c'est une famille, une école aussi. Puis c'est important de faire des liens comme ça. Sauf que quand tu as des profs qui quittent continuellement, des profs, des TES, des psychoèdes, des directions aussi, ça fait en sorte que ça fait un peu des familles décomposées, qui fait en sorte que la discipline, c'est bien plus dur à faire. Ouais. Est-ce que j'ai une solution? Pour vrai, j'en ai pas. Puis tu sais, des fois, c'est ça aussi de se dire, OK, au lieu de faire n'importe quoi, je vais prendre une pause, je vais réfléchir à ça, puis dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a plein de trucs sûrement qu'on pourrait faire, mais qu'on est encore bloqué par de la bureaucratie, par des conventions syndicales. Puis c'est correct aussi, ça a un rôle à jouer. C'est important. Par contre, c'est pas vrai que l'élève est au centre. Parce que si c'était au centre, on s'arrangerait pour que les gens restent dans les écoles plus qu'une année. Parce que ça coûte pas d'argent. On s'entend, exact. Non, c'est ça gratuit. coûte rien. Non, puis c'est ça. Puis, mais c'est aussi le fait que tantôt, quand tu parlais des écoles privées, ce que je trouve intéressant, c'est, tu sais, il y a beaucoup de maternité dans les écoles. Puis c'est normal, puis ça fait partie, c'est excellent. Mais quand tu le sais que l'enseignante va quitter au mois d'octobre, novembre, est-ce qu'elle peut ne pas commencer l'année? Est-ce qu'elle peut ne pas commencer l'année? Surtout qu'il y en a plusieurs qui seraient correctes avec ça, là, parce qu'elles ont le bien Il y en a plein. des élèves à cœur. Puis au pire, tu peux être là en soutien. Sans que tu sois chez vous. C'est pas ça. C'est de une dire... autre tâche. Finalement, je t'avais dit que je t'ai mis en silence. Non, désolé. Des choses qui arrivent. Ouais, non, c'est ça. Mais pour vrai, si ça pouvait faire partie de l'équation comme dans une école privée, ça pourrait être cool. Parce que je sais que ça peut se faire ailleurs, que si la prof, OK, tu sais, elle risque d'être retirée au mois de novembre. On la fera pas commencer l'année. On va trouver quelqu'un mais on peut pas faire ça au public. Fait qu'en partant, ça peut être une solution. Oui. Tu sais? Effectivement. Un début de solution. Un début de solution. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'avoir une aide à la classe. Oui, je l'ai eu cette année. Est-ce que tu as aimé l'expérience? J'ai adoré l'expérience. La seule chose, c'est ce qui est dur, c'est que je pouvais pas choisir quand elle venait dans ma classe. Correct aussi, là. Mais c'était pas en tout temps? Moi, c'était pas en tout temps. OK. Parce que c'est les éducatrices de service de garde. Fait qu'eux étaient là... avant leur chiffre ou après leur chiffre. Fait que, tu sais, moi, exemple, je l'avais 3 jours semaine, la période avant le dîner. OK. Sauf que la période avant le dîner, avec des premières années, c'est pas là qu'on est plus efficace. Tu sais, on va faire de la consolidation, des trucs, c'est correct. Ouais. Mais moi, des fois, ce que j'aurais eu besoin, c'est vraiment de quelqu'un qui est là pour m'aider dans l'enseignement, pour s'asseoir avec le petit ou la petite... La personne qui a besoin de soutien. Tu sais. Ouais. Mais je chiale pas, c'est vraiment... Parce que là, tu te rends compte que, tout d'un coup, j'ai 4 mains. Oui. C'est ça qui est cool, là. Oui. Tu sais, puis même si on fait quelque chose d'un peu plus ludique, la personne, elle les connaît au service de garde. Fait qu'elle a un lien, elle est capable... Oui. C'est cool. Pour vrai, c'est vraiment cool. OK, donc ça a fait une belle différence. Pour moi, oui. Oui, OK. Ouais. Parce qu'en plus, ça aussi, c'est qu'il faut que tu saches aussi gérer la personne. Ouais. Tu sais, parce qu'il y en a, ils font rien. Oui, mais c'est toi le boss, là. Quand elle est là, puis tu dis, OK, fais ça. Elle est là pour t'aider. Si t'attends qu'elle vienne t'aider, tu vas attendre longtemps peut-être, là, tu sais. Oui. Pendant qu'on parle de solutions créatives, puis de... je sais que tu parlais sur la question du français qui visiblement t'intéresse. Là. Oui. Que je maîtrise pas toujours non plus. Mais tu parlais de pourquoi pas une spécialité, dans le fond, en français. Puis là, on parle du primaire, là, évidemment, parce qu'au secondaire, c'est déjà le cas. Oui, c'est ça. Mais pour l'avoir vu à l'école de mes filles, il y a des profs qui se séparent les matières. Ça, c'est cool. Déjà sur le terrain, en tout cas, moi, je l'ai vu. Je sais pas si ça fait école, mais il y en a qui, moi, je préfère les sciences, je vais faire les sciences en 6e année, surtout au 3e cycle, là, évidemment. Mais, je trouve que c'était peut-être une solution mitoyenne qui dirait, moi, le français, c'est mon dada, je vais faire tous les cours de français, puis tu feras les maths. Puis ça, c'est vraiment cool. Mais on revient à la flexibilité. La flexibilité, mais on revient aussi à est-ce que les profs vont changer de classe tout le temps, d'école?
Parce que ça te prend une équipe école forte, puis t'as tellement raison. Stable, c'est ça que je cherchais plus comme mot. Ouais. Ça te prend une équipe école stable. Parce que tu peux pas arriver puis changer toujours puis dire ah oui mais si tu tombes sur quelqu'un qui ça l'intéresse pas de faire ça, c'est dur, ça marche plus. Puis ça c'est un peu plus compliqué. Mais d'avoir vraiment quelqu'un, un ou une spécialiste en français qui va être là surtout pour les plus petits, dire OK, moi je vois quelque chose parce que tu sais peu importe là, tu finis ton école là, comme je dis dans le livre, t'as un minime pourcentage de la formation qui s'adresse aux Français. Tu ne peux pas détecter prévention, tu peux pas non plus guérir, mettre des plasters sur des bobos, sur des problèmes de français quand tu as tout le reste à faire. Fait que si la personne vient juste faire ça, déjà là, on est en mesure de mettre en place, je pense, quelque chose pour que notre français s'améliore d'année en année. Puis on le voit, là, les élèves ont de la misère à lire un texte un petit peu plus compliqué, ont de la misère à comprendre les inférences, puis ça s'en va aussi après dans l'écriture. Ils ont de la misère à composer des phrases normalement simples. Puis, tu sais, le français, tout part du français. Si t'arrives après puis tu dis, bon, ben dans une résoudre ou dans une raisonnée en mathématiques ou tu vas comprendre un texte en histoire, c'est important. Non, c'est la pierre angulaire. C'est ça, tu sais. Puis là, ça m'amène à... Je voulais lire un petit passage sur le français, justement, puis pour la formation des maîtres, on y arrive. Mais ça va comme suit. Au cours de mes années d'enseignement, j'ai rapidement dressé 3 constats que je crois intimement liés entre eux. 1. Un grand nombre d'élèves sont incapables d'écrire correctement des textes très simples. 2. Les enseignantes et enseignants en devenir obtiennent des résultats plutôt gênants au test de certification du français. 3. La langue de Molière est de bien piètre qualité chez nos jeunes adultes. Ouais. C'est des constats qui sont difficiles, mais en même temps difficiles à nier aussi. Ben, ils sont réels. Puis c'est là. C'est pas comme le gars, il exagère. Non, j'ai pas inventé ça. C'est des chiffres, des exemples que j'ai pu lire dans des journaux. Puis l'examen de français, les universités sortent des chiffres aussi. Puis on les voit, là, puis je veux juste dire... Je l'ai réussi, mon examen de TECFE. Puis, sérieusement, c'est pas facile, mais ça prend de l'étude. Puis, tu sais, j'ai écrit un texte dernièrement là-dessus pour... Mais oui, peu importe. Et c'est vraiment... C'était quoi ta question? J'ai oublié, là. Ben, dans le fond, c'est des constats difficiles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, je sais que tu as réagi aussi au texte de Pascal Bourgeois qui parlait de la formation d'analphabètes fonctionnels dans nos universités. C'est des propos durs, mais en même temps, je pense que tu es en partie d'accord dans la mesure où il faut qu'on donne un coup de barre. Là. Tu sais, on n'a pas le choix. On le voit totalement, puis on parle pas... on parle du français aussi, mais c'est notre symbole en tant que Québécois, on parle français ici. OK. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour le protéger? On fait pas grand-chose, là, présentement. On continue de pelleter en avant les problèmes, mais dans 20 ans, ça va être bien pire. Fait que moi, je pense qu'il faut donner le coup de barre, puis c'est pour ça que je disais qu'on devait avoir des spécialistes en français. Oui, c'est ça. On a commencé par la solution. Oui, c'est ça. Puis au niveau de la formation des maîtres comme telle, nous, on arrive avec ailleurs. Un autre... oui, c'est ça. Un baccalauréat, le mien par cumul, toi, dans un autre domaine. On se disait avant que l'entrevue commence qu'il y a d'autres milieux, puis là, moi, je parlais de la médecine, où c'est encouragé d'admettre des étudiants qui ont déjà une formation en d'autres choses parce qu'ils arrivent avec un bagage, une expérience, puis qu'on aime ça aussi que les gens, tu sais, puis les profs, c'est aussi vrai que les médecins, je veux dire, il faut que tu aies une certaine expérience de vie. Il faut absolument que tu aies une expérience de vie. Pour comprendre, tu sais, puis moi, j'avoue que je préfère quand les profs de mes enfants ont des enfants. Dans la mesure où ils comprennent la réalité des familles et tout. Puis on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir des enfants. Puis c'est correct. Puis il y a des très bons profs qui n'ont pas d'enfants. C'est pas ça que je dis, mais je veux dire une certaine expérience de vie. Donc, est-ce que tu vois d'un bon œil le fait que maintenant, il y a une autre voie de passage? Moi, je le vois vraiment d'un bon œil. Et c'est surtout aussi, ça va se faire, ça, avec une bonne formation à long terme, puis une formation continue. Tu sais, parce que, OK, là, tu as un bac, exemple, en com. Tu deviens prof. Ça va quand même te prendre des cours pour enseigner. C'est normal. Personne ne dit que tu arrives puis que tu te formes pas puis que tu es capable de le faire. Non, on est là, pour dire, OK, je vais être l'adulte.
j'ai des connaissances, j'ai des compétences, j'ai un bagage de vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais me former pendant que je travaille, sans être obligé de retourner 4 ans sur un banc d'université, qui fait en sorte de toute façon que après ce bac-là, tu as 5 ans de rétention de l'habitude pour les nouveaux profs. Fait que je pense pas que ça marche non plus. Mais vraiment, ça va être avec la formation continue et des évaluer aussi. Tu sais, moi... Évaluer les profs. Moi, je veux qu'on m'évalue pour me dire, ben Simon, OK, t'es rendu là dans ton processus, t'as ça à travailler. J'ai jamais vu ça ailleurs. Moi, quand j'étais à l'université, pour vrai, là, je répondais des appels pour des cartes de crédit perdues. J'avais des évaluations une fois par mois sur les appels, puis on l'écoutait, les appels, avec mon superviseur. Puis là, j'en ai pas. Ben voyons, ça se peut pas. Là, ça m'ouvre la porte très grande pour le... Je pense que j'ai fait exprès. Tu plaides pour la création d'un ordre professionnel pour les enseignants. Oui, un ordre, mais c'est juste, je prenais l'exemple d'un ordre pour mettre des... Pour dire que ça prend de la formation continue. Ça prend de la formation continue. Pour, tu sais, on peut l'appeler ordre ou désordre, là, peu importe, ça ne me dérange pas. Mais c'est juste vraiment de dire, ça prend une formation continue, ça prend de l'évaluation. Un médecin, là, ça se fait évaluer, là, puis c'est important. Ils sont tenus de faire leur crédit. À chaque 5 ans, je pense. À chaque année, il faut faire des crédits de formation. C'est important. Ben oui. Pourquoi nous, on le fait pas dans le domaine de l'éducation avec des enfants? Ça me rentre pas dans la tête. Non, parce qu'il y a un enjeu de protection du public qui est double, parce qu'en plus, les enfants, ils n'ont pas la facilité de dire, je vais prendre mes recours. Non, mais c'est ça. Puis, c'est complètement absurde de penser qu'un prof, avec le 30 heures obligatoire qui est aux 2 ans, là, c'est ça, c'est 30 heures aux 2 ans de formation. Tu peux choisir ce que tu veux. Des lectures. OK, oui, ça peut être bon. Mais est-ce que tu vas aller chercher de la formation avec tes lacunes? Tu sais, parce que souvent, nous, ce qu'on va faire en tant qu'humain, c'est normal, c'est on va aller... mais moi, il y a ça qui m'intéresse. M'intéresse. Mais c'est plus facile pour moi, donc je vais aller... Ben oui, mais tu sais, si tu dis, hey, non, regarde, moi, ça, je suis vraiment pas bon. Je vais aller prendre une formation là-dedans. Je pense pas que ça arrive bien souvent. Puis je trouve que ça ouvre la porte parce que c'est connexe. La création de l'inné, dans le fond, c'est un peu... C'est très tabou, hein? Oui. Très tabou. Puis j'avoue que moi, puis je pense que c'est pareil pour toi, je m'explique pas tant la résistance à ça. Dans le fond, quand tu parles de formation continue obligatoire, tu sais, c'est quasiment un refus de la science, dans le sens où, là, tu parles, quelle méthode utilisez-vous qui ont des bons résultats dans vos classes? C'est ça. Mais là, on repose uniquement sur notre expérience. Ou sur l'expérience de ton collègue ou autre, ou sur YouTube. Il y a des... Tu sais, je pense que les profs mettent beaucoup de ressources en commun. Ben oui, total. Mais est-ce que ça vaut... de la recherche. De la recherche éprouvée, puis qui évolue, parce que ça reste pas statique. Non. C'est pour ça qu'il faut de la formation continue. Puis c'est aussi selon différents secteurs. Oui. Tu sais, j'en parle dans le livre que, tu sais, si, admettons, toi et moi, on est à l'école primaire en Gaspésie, ce sera pas la même chose que si on est à Côte-Saint-Luc. Totalement. Tu sais, il y a une différence ethnique. Puis c'est normal. C'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux. Il y en a qui parlent pas français, il y en a qui parlent un petit peu. Il faut être formé différemment aussi. Je pense que l'inné pourrait arriver puis dire, ben voici, dans ce coin-là, ce serait ça qui serait important comme supplément de formation. Vous travaillez dans un milieu plus allophone, mais on va vous mettre une formation sur classe de francisation. Ah, ben oui, hein, ça fait beaucoup de sens, tu sais. Mais là, présentement, on n'a pas ça. Les universités font... non, nous, on veut pas ça. Mais pourquoi? Si c'est bon ce que tu fais, on va te le confirmer, c'est tout. Fait que c'est quoi le problème, tu sais? Puis, tu sais, on a vu quand même des échecs là, assez patents aux États-Unis avec l'apprentissage de la lecture là, qui se faisait par reconnaissance du mot, par là, mots-clés. Les flashcards et tout. Puis ça a perduré malgré les preuves que c'était pas efficace. Est-ce que... Tu sais, puis je pense qu'on peut faire un parallèle avec le socio-constructivisme et les réformes. C'est ça. Quand les preuves s'accumulent, que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Vers où on se tourne comme prof actuellement? Puis... Ben, pour l'instant, c'est quoi qui
ils lâchent, ils quittent. C'est souvent ça ce qu'ils vont faire, tu sais, c'est qu'ils se sentent pas outillés et tu peux te retrouver dans une... tu sais, j'ai écrit dernièrement aussi quelque chose qui... Je me suis déjà retrouvé avec un cas problème dans ma classe et ce qu'on m'a dit, c'est tu ne vas pas changer l'élève, il faudra que tu changes ta classe. OK. Dis ça à quelqu'un qui a, je sais pas moi, 25 ans, ça n'a pas rapport avec l'âge, mais qui est moins expérimenté, puis qui dit hey, tu sais quoi? Non. Ça me tente plus déjà de faire ça. Tu sais, moi, j'étais comme, oh my God, comment on peut ne pas encadrer un élève pour qu'il essaie, pas de rentrer dans un moule, là, tu sais, on veut pas le casser non plus. Juste dire, ben c'est comme ça que ça fonctionne dans la classe, comme dans la société. Tu sais, il y a une lumière rouge. C'est comme si tu dis, ah non, mais lui, quand elle est verte, il arrête. Mais non, on peut pas faire ça. Tu sais, c'est de vivre en collectivité. Puis, ben, souvent, ceux qui arrivent des universités, les conseillers pédagogiques, ben, c'est des genres de conseils comme ça qui font en sorte que ben, ça peut pas marcher. C'est impossible pour moi. Là, ça me ramène à... Tu en as parlé au début, la composition de la classe, la gestion de classe. Je pense dans ton livre, tu parles de la politique de l'inclusion à tout prix. Ouais. Puis, dans le fond, des ressources qui n'ont pas suivi cette idée-là. Tu sais, parce que c'était une bonne idée, mais là, on n'a pas les ressources. Non. Je sais pas. Quelle Faut solution? arrêter, premièrement, parce que sur papier, c'était une très bonne idée. Okay? Tout le monde... Personne ne peut dire « Ah non, l'inclusion, c'est pas bon. » Mais non, c'est impossible. Par contre, si on le fait, ben, ça prenait des ressources qui n'ont jamais suivi. Fait qu'ils font en sorte qu'il y a des cas qui ne seraient pas supposés dans une classe régulière. Puis quand je dis des cas, là, c'est pas péjoratif non plus. C'est juste des élèves qui ont plus de difficultés, puis c'est tout. Ils sont dans des classes régulières sans soutien. C'est dur pour le prof, c'est dur pour les autres élèves. Tu peux pas amener les élèves plus forts, plus haut. C'est comme si l'inclusion devenait l'exclusion aussi des plus forts. Oui, c'est comme une empathie, mais qui, dans le fond, fait fi des besoins de d'autres élèves. Exact. Fait que c'est plus de l'inclusion. Tu sais, c'est que pour faire de l'inclusion, ben, t'oublies les besoins des élèves qui sont la classe moyenne, mettons. Tu sais, dans la classe, il y en a qui sont 75, mais je pourrais peut-être l'amener à 85. Tu sais, là, on parle de notes, mais on parle aussi de compétences, puis de dire, hey, tu sais, je pourrais l'amener ailleurs. Mais là, je peux pas nécessairement parce que les ressources, ils ont pas suivi. On manque d'orthopédagogues, on n'a pas de soutien psychologique, on n'a pas grand-chose, honnêtement, qui fait en sorte que on va mettre l'inclusion, puis d'avoir un élève TSA dans ta classe, c'est cool, ça me fait plaisir, mais je suis peut-être pas outillé pour le faire. J'ai besoin d'aide. Puis, tu sais, c'était quand même en filigrane de la grève. C'est ça. L'enjeu était là, était peut-être un peu caché, mais on le sentait bien présent. Oui, quand même. Par contre, ça n'a pas été solutionné, là. Du tout. Mais tu sais, ils ont dit, j'ai même pas les chiffres, là, mais c'était complètement... C'était aberrant de savoir que ça prenait genre comme en haut de 50 ou 60% de cas avec des plans d'intervention, quelque chose comme ça, pour qu'il y ait soit une aide monétaire supplémentaire aux profs ou une aide à la classe comme oublié. Oh my God. Donc, ça veut dire qu'on a visiblement, on n'a pas assez de ressources, puis on ne pourrait pas penser que tous les élèves qui auraient besoin de soutien dans la classe vont en avoir. Donc, la solution, c'est de facto de retourner à certaines formes de classes spécialisées pour que les ressources qu'on a soient mobilisées là, à bon escient. Exact. Puis, en même temps, tu épuises moins les autres profs qui sont dans des classes régulières. Il y a les autres, sauf que là, ils vont dire « Ah, mais on n'a déjà pas de profs. » Oui. Mais si on pense toujours comme ça, on va toujours reculer. Tu sais, on peut-tu essayer aussi... C'est un gros problème quand même, mais l'inclusion à tout prix est pas toujours bon pour les élèves réguliers. Je reviens au titre de ton ouvrage. Mais pourquoi l'école? Je vais encore faire un petit détour par les classes que je visite à l'occasion, puis par les élèves qui disent souvent la vérité. C'est pas rare que j'entends, mais pourquoi j'ai des cours de français, je parle français? Ou pourquoi on apprend comment les gens vivaient dans l'ancien temps? Ils sont tous morts. Des phrases comme ça. Oui, ben, je les ai toutes entendues. Total, c'est pas farfelu, là. Non. Où est-ce qu'on a failli comme société? Est-ce que, puis on a peu parlé des parents là, jusqu'à ce moment-ci dans l'entrevue,
Est-ce qu'on manque le bateau d'expliquer à nos enfants pourquoi c'est important d'apprendre, de comprendre notre société, le monde dans lequel on vit, pour devenir des bons citoyens? Puis là, je vais peut-être trop loin. Ah non, mais pour vrai, moi, j'ai coupé bien des textes qui s'apparentaient à ce que tu dis aussi, parce que l'école, c'est le fondement de la société. Puis si on leur apprend pas à être curieux, à apprendre des choses, même si ça t'intéresse pas nécessairement, ça se peut que ça t'aide plus tard. Puis moi, je donnais les premières années, mettons, en 6e, je disais, va chercher le mot dans le dictionnaire, parce que ça se peut que pendant que tu cherches, tu tombes sur 2 autres, puis que ça t'intéresse, puis tu fais comme, ça veut dire quoi, ça? Puis c'est la même chose dans la curiosité d'apprendre. Puis aussi, quand t'apprends comment ils ont vécu avant, ben ça te permet de faire peut-être pas les mêmes erreurs, d'apprendre, puis c'est quoi? C'est mal vu d'avoir une bonne culture générale, puis d'être intelligent quand on a tous... Ben oui, tu comprends? Mais on a toutes les réponses sur le bout de nos doigts, oui, mais si t'es pas capable de les mettre en contexte... C'est de faire les liens. Ben c'est ça. Puis là, c'est là où Yoshua Bengio, mais dans ton il est malade livre, son texte, là. Ben oui, parce que avec l'intelligence artificielle, on pourrait facilement se dire à quoi ça sert d'apprendre des choses si, comme tu dis, on les a au bout de nos doigts. Puis de toute façon, je vais être remplacée au travail, j'aurais plus besoin. Mais en fait, je pense qu'il faut continuer de faire les liens. Total. Puis qu'on est là aussi. Là, je parlais de citoyens. Peut-être que c'est moi qui fais le lien avec la politique, mais je vois au quotidien les citoyens dans mon rôle de conseillère municipale. Je pense que pour être des bons citoyens, il faut être informé, il faut comprendre le monde. T'as pas le choix. Donc, tu sais, ça fait un monde meilleur quand tout le monde a une bonne base, puis qu'on est capable de comprendre, de se parler des vraies affaires, puis... totalement, parce que, tu sais, ce que tu dis, ça peut pas être plus vrai. T'as besoin de réinvestir aussi tes connaissances dans la vie quotidienne, pour dire... Ah oui, tu sais, peut-être que tu n'appliqueras pas Pythagore demain, là, tu comprends, mais tu peux appliquer. Ah oui, tu sais, il y avait des Premières Nations qui vivaient sur le Mont-Royal. Fait que là, tu vas sur le Mont-Royal, tu vois ça, c'est infini, les connaissances que tu peux avoir, puis de faire des liens, puis d'éveiller une certaine... La passion. La curiosité intellectuelle. Oui, bien, total, une curiosité intellectuelle. Puis là, on voit même avec l'examen de français, il y en a qui demandent d'avoir antidote, d'avoir... OK, on a-tu perdu la culture de l'effort pour dire, hey, des fois, c'est pas facile, mais il faut que tu prennes le temps d'étudier, puis d'apprendre. Puis il n'y a pas de moyen... Tu sais, quand tu regardes, moi, j'essaie de faire les parallèles avec les sportifs. Tu sais, les élèves, eux, trippent sur Messi, sur Ronaldo. Penses-tu qu'il a appris à... Il est devenu bon au premier coup de pied sur le ballon. Premier coup de pied qui est bon, là. Puis tu penses-tu qu'il n'a pas regardé des vidéos de Maradona avant pour apprendre? Puis c'est la même chose. Puis là, ils font que, c'est vrai, il est pas juste... Tu sais, ce qu'il dit, ça fait du sens. Bon, OK, en partant, si j'ai pu semer cette petite graine-là de dire... la culture de l'effort. Oui, culture de l'effort. Oui. Ouais. Ah, 100%. Donc, pourquoi l'école? Oui, moi, je pense qu'il faut qu'on réexplique ça, parce que c'est la base. Hein? Ouais. C'est pourquoi on est là. Ben c'est ça. Puis en même temps, on se dit, on peut-tu juste se concentrer sur des choses qui sont depuis toujours? Puis là, j'ai tout l'air d'un puriste quand je dis ça ou quelque chose, mais il faut, le français, c'est important. Puis sinon, tant qu'à ça, on va arrêter tout de suite et on va parler en anglais. C'est tout. Tu sais, non, on fait un combat depuis 400 ans. On peut-tu le continuer puis parler français correctement? Et c'est tout. Je suis pas un puriste parce que je pense ça. Non, pas du tout. Avant que l'entrevue débute, je parlais d'un texte que tu avais écrit il y a quelques années, quand Grégory Charles, je pense, était intervenu dans les médias pour parler d'éducation. Et je pense qu'il s'est fait un peu taper sur les doigts parce qu'il parlait en tant que non-expert de l'éducation. Et puis, à l'époque, tu avais cité Hannah Arendt, qui a été une des grandes à écrire un texte sur l'éducation sans toutefois être une enseignante ou être de ce milieu-là. Et puis, je me suis dit que c'était une belle continuité avec ton livre parce que tu as ouvert grand la porte à plein de personnalités qui viennent pas du milieu de l'éducation, mais qui ont un point de vue fort intéressant sur la question.
de tous ces textes-là, puis là, je sais que c'est dur de choisir, mais dans ça, le c'est fond, chiant. Je te vois venir, là, puis c'est très chiant. lesquels t'ont marqué davantage, puis tu peux m'en parler de tous les textes si tu veux, mais Ouais. Ben, qu'est-ce je vais que prendre tu le livre retiens? juste Oui, parce que je veux... 100%. je me souviens des Ben textes, là, oui. mais c'est juste pour... On a parlé de Yoshua Bengio. Ouais, ben tu sais, Yoshua Bengio, honnêtement, quand il m'a écrit « Oui, Simon, je peux te faire un texte », j'ai capoté. Ben oui. J'étais comme « What? OK. » Mais sinon, tu sais, le texte de Guillaume Beauregard, lui, c'est le chanteur des Vulgaires Machins. Okay? Ouais. Puis il a un parcours atypique aussi. Hyper cultivé, hyper intelligent. Il écrit des textes de chansons, tu sais, comme vraiment... qui pense à son prochain, puis qui dénonce un peu une culture, tu sais, qu'on veut pas de consommation. Puis que l'école, c'est pour avoir un travail. Exact. On parlait de à quoi ça sert. Total. Lui, clairement, il nous dit, on peut apprendre hors les murs. On peut, puis c'est là qu'on, tu sais, ça revient, je fais un lien avec de semer la petite graine de curiosité d'apprendre. Lui, il l'avait. Oui. Mais ça, c'était vraiment intéressant. Oui. Mais, tu sais, ils sont tous bons, les textes, honnêtement. Puis, mais celui de Sipi Flamand, qui est le chef des Atikamekw de Manawan, quand il parle, tantôt tu disais de savoir, eux ont beaucoup un style d'apprentissage axé sur leurs ancêtres. La tradition orale. La tradition orale sur contes, les 7 dernières générations. Puis pourquoi nous, on n'a pas ça? Puis je suis comme, wow! Tu sais, sérieusement, c'est un homme de peu de mots, là. Puis dans son texte, j'ai compris beaucoup de choses. Je suis d'accord. J'étais comme, wow, OK, attends. Eux, ils ont compris quelque chose sur la transmission des connaissances. Puis ça doit pas être parfait non plus, là, non. Tu comprends? Mais quand même. J'avoue que moi, son texte m'a touché beaucoup, puis j'ai fait le lien avec celui de Sébastien Diaz, qui parlait de, finalement, dans le fond, la rupture de la transmission culturelle là, qui est patente au Québec. Total. Parce que, dans le fond, on le voit, nos jeunes écoutent plus la télé. Je veux dire, la culture commune s'effrite. Total. Ben, en fait, il y a une culture commune, mais qui est YouTube, qui est mondiale. Oui, on est ailleurs. Ouais. Il n'y a plus la couleur locale, puis la transmission de la tradition locale. Il ne s'assoit plus, mettons, là, devant la petite ville lundi à 7h30 à Radio-Canada. C'est ça Nous, on faisait ça quand on était jeunes. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Puis c'est juste qu'on avait aussi quelque chose qui nous rassemblait. Le jeudi soir, c'était les filles de Caleb. Ben, non, mais c'est exactement, oui, c'est ça. Fait qu'eux, ils n'ont pas ça. Ouais. C'est pas grave. Par contre, il faut être capable de mettre ça dans nos écoles, d'amener une culture. 100%. Puis moi, quand j'ai lu Sébastien Diaz, je trouvais qu'il mettait le doigt sur le problème. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai une de mes filles qui m'a dit ça serait tellement bien qu'il y ait de la radio étudiante davantage à l'école, au secondaire, puis peut-être même au primaire. Tu sais, pendant les collations, comme parent, moi, j'aime pas ça que mes enfants écoutent YouTube. Ah ben non, je sais pas quoi pendant la collation. Puis je suis pas la seule. Là. Je sais que je suis pas la seule. Puis même moi, en tant que prof, on fait la collation le matin. Puis il me donne, on peut-tu écouter? Je suis comme, non. Check, pour vrai. C'est sûr, je le fais des fois, là. Ben oui. Okay? Mais j'essaie de trouver, exemple... l'agent Jean. Puis je vais mettre des trucs un petit peu plus... Il y a des choses bien, on s'entend, mais imagine si on avait quelque chose qui est créé pour un 10-15 minutes, des contes, des légendes québécoises, des chansons. Puis ce serait de là de faire, comme le texte de Jean-Charles Lajoie qui est... Lui, il faisait comme de la description. Après ça, il est arrivé radio étudiante aussi. Puis aujourd'hui, ben il travaille là-dedans aussi. Puis ce que j'ai remarqué... puis qu'on pourrait faire un lien, c'est d'aller prendre les écoles secondaires puis les faire aussi travailler avec nos écoles primaires. Non, tu finis le primaire, tu retournes plus jamais. Non, mais pourquoi qu'on n'utilise pas des secondaires 5 qui vont avec des 6e? Puis il faut faire du mélange comme ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à créer un sentiment d'appartenance, pas juste avec cette école-là, mais avec l'école. Je pense. 100%. Ouais. Je pense qu'on est à la même place. C'est ça. Le temps file. Oui. Puis je sais qu'il y a, dans le fond, j'avais une question du public là, que je voulais lire. C'est, puis là, ça va être au vous, même si on a fait toute l'entrevue au-dessus. Mais là, donc, vous parlez de la nécessité d'une nouvelle commission parents 2.0
quelles seraient, selon vous, les principales questions à aborder dans cette réflexion collective sur le système d'éducation et pourquoi on a besoin de ça à ce moment-ci? Bien, tu sais, parce que ça fait 60 ans qu'on s'est posé des questions sur notre éducation. Ça fait 60 ans et ça l'a changé. J'étais pas là. T'étais pas là non plus. Ça fait longtemps qu'on s'est pas posé des vraies questions sur qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on aimerait apprendre, qu'est-ce que nos enfants veulent apprendre. Tu sais, aussi, il faut leur laisser une place. Et... mais la commission parents, ce serait aussi pour essayer de mettre le plus de côté la politique du système de l'éducation qui change aux 4 ans. Ça me fait mal. Parce que là, tu te dis, hey my God, OK, dans 2 ans, on va encore changer de ministre. Il y a une nouvelle vocation. C'est pour ça, l'aîné, moi, que je trouve ça cool. Si elle est indépendante, effectivement, mais de dire, eux vont s'occuper d'une certaine vision à long terme de l'éducation qui ne changera pas aux 4 ans. Oui. Ça, et aussi dans cette commission parents-là, de dire, bien, le ministre de l'Éducation, est-ce qu'il devrait être aussi député dans son comté? Je pense pas. Tu sais, parce que là, admettons, je donne l'exemple de Bernard Drainville, mais c'est pas lui que je critique du tout, mais il y a des citoyens à servir dans son comté. Mais en même temps, il fait ministre de l'Éducation. Hey, c'est beaucoup, là. Je pense que si on se concentre sur... un peu comme le monsieur de la Caisse de dépôt. Il n'est pas dans un comté. Donc, dans le fond, une agence, un peu comme ils ont fait au transport. L'INE. Ouais. L'INE, dans le fond... En tout cas, pour avoir de la stabilité. Pour avoir une stabilité. Il peut avoir un représentant de l'éducation, puis c'est bien correct avec la politique parce que c'est interrelié toujours. Par contre, que ce soit pas lui qui prenne toutes les décisions et que qu'il y ait une ligne, une vision à long terme. Donc, la commission parents, parce qu'on est dû, dans le fond. Ben, c'est tout. Tu sais, on pourrait en parler pendant comme 2 heures puis dire, oui, mais pour ça, juste parce que ça fait 60 ans, on a changé 30 fois de ministre depuis 60 ans. C'est beaucoup trop. Ça va pas bien. On est dans une période aussi où notre société a tellement évolué. Tu sais, moi, j'avais pas d'Internet jeune. Mais aujourd'hui, nos enfants, puis là, je parle jeune, quand j'étais au primaire, l'Internet, on l'avait pas à la maison. Mais aujourd'hui, ça a changé. Il faut voir ça autrement, pour essayer de trouver des pistes, soit de solutions, ou juste essayer de dire... Je pense qu'on va s'enligner sur d'autres choses qui est peut-être plus à jour aujourd'hui. Un grand merci, Simon. Ben, ça me fait plaisir. Un vrai plaisir. Ben oui, vraiment. Merci. Cool, merci.